Je m'appelle Ève. J'ai accompagné mon mari Jean-Pierre pendant 10 ans dans sa maladie d'Alzheimer. Et puis il est mort il y a 2 ans à 68 ans. Je m'appelle Elisabeth. J'ai accompagné et j'accompagne encore mon frère Jacques. Nous n'habitons pas dans le même appartement, mais dans la même ville. Et son diagnostic approximatif, c'était une atteinte frontotemporale. Je m'appelle Franck. J'ai accompagné pendant autour de 4 ans ma femme Dominique, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Assez classique, mais juste à un relativement jeune âge. Ça a probablement commencé à 50 ans. Et elle est décédée l'année passée. Ce film s'adresse aux proches aidants, proches aidantes, de personnes qui vivent à la maison avec des troubles de mémoire importants ou une démence. Ces personnes, les proches aidants, peuvent être aussi bien des conjoints, conjointes, les filles, les sœurs, des amis, différentes personnes qui accompagnent quelqu'un qui a ces difficultés au jour le jour. Le film décrit brièvement le quotidien avec ces troubles. Il va aussi expliquer pourquoi les proches aidants sont stressés, mais surtout il va décrire des outils pour mieux gérer ce stress. Les troubles de la mémoire importants ou les maladies de type démence affectent beaucoup d'aspects du fonctionnement de la personne. Et souvent, pour la personne elle-même et pour le proche aidant, c'est assez troublant parce qu'on a l'impression que même la personnalité change. Quels étaient les symptômes qui vous ont marqué? Lesquels étaient difficiles à gérer dans le quotidien? Le plus difficile au début, c'était une certaine agressivité dès que quelque chose le contrariait et l'impossibilité de lui expliquer la situation réelle. Et parmi ces troubles, il peut y avoir, bien évidemment, au premier plan, les troubles de la mémoire. La personne se répète souvent car elle oublie ce qu'elle dit. C'était des paiements à faire. Donc ça a été payé 2 fois, 3 fois la même chose. Et actuellement, ce qui augmente encore, c'est son incompréhension de ce qu'on lui dit. Mais aussi des problèmes au niveau du langage. La personne a le mot au bout de la langue, ou bien elle confond les mots les uns avec les autres. Parfois, il traduit à sa manière, et puis non, c'est pas du tout ce qu'on a dit. Mais il peut aussi y avoir des problèmes au niveau de l'humeur. Une humeur changeante qui passe de quelque chose de plutôt positif à tout d'un coup quelque chose de plutôt négatif, comme de l'agressivité. Ouais, les premiers symptômes que j'ai remarqués, c'était des symptômes classiques de Alzheimer, ça veut dire perte de mémoire et aussi une perte d'orientation de ma femme. Et c'était spécialement déjà grave au début parce que ma femme était malvoyante et elle comptait beaucoup sur sa mémoire. Elle avait toujours une très bonne mémoire. Elle compensait beaucoup avec sa mémoire. Et tout à coup, cet outil qu'elle avait était plus capable ou était plus présent. L'autre problème, c'était parce que la situation de ma femme se dégradait relativement vite en un court laps de temps. Et chaque mois, chaque 2e mois, j'avais dû me confronter à un nouveau niveau de dégradation de son état. Elle avait aussi perdu la possibilité de bouger ou de marcher, et parler plus. Et ouais, ça, c'était émotionnellement aussi extrêmement, physiquement et émotionnellement très chargeant. Et puis la lenteur dans son travail. Il travaillait heureusement une bonne partie à domicile. Alors, il pouvait très bien cacher sa lenteur, puisque personne ne le contrôlait. Et actuellement, ce qui est toujours assez dur, c'est le refus du changement. Et parfois, on peut laisser les choses telles quelles, mais d'autres fois, c'est un changement qu'il lui faut accepter. Alors là, c'est très difficile. Et puis la dégradation de ses capacités, comme parler, écrire, et puis à la fin, manger.
proche aidante, je suis sûre que vous êtes déjà posé cette question plusieurs fois, car on ne devient pas proche aidant du jour au lendemain. Ça s'installe petit à petit. On commence par faire des courses, par aider à gérer surtout les finances et le côté administratif. Peut-être qu'on accompagne à des rendez-vous ou on organise les rendez-vous pour vérifier qu'ils ne soient pas ratés. Peut-être la chose la plus importante, c'est que je le conduis en voiture, là où il a le souhait de se rendre, parce que pour lui, ça a été extrêmement difficile de devoir rendre son permis et renoncer à la voiture. Il fallait toujours quelqu'un qui s'occupe de ma femme ou être présent, moi. Et quand j'ai dû faire autre chose, il fallait organiser la relève. Ça, c'était un problème parce qu'au début, ma femme n'acceptait pas de l'aide extérieure autre que moi ou la famille ou des amis proches. J'ai dû m'occuper de ses finances, c'est remplir sa feuille d'impôt, enfin, essayer de contrôler les paiements. Et finalement, c'est aussi une responsabilité dans la planification, réfléchir comment faire pour l'avenir, qui nous prend parfois aussi un peu la tête, qui nous fait réfléchir beaucoup comme proche aidant. Et un jour, on réalise qu'on est rentré dans ce rôle. À la fois, on a parfois peur de l'avenir, on peut être triste des changements, des pertes qu'on voit chez la personne. On peut aussi avoir de l'espoir quand ça va un peu mieux, quand la situation se stabilise. On se sent parfois coupable, beaucoup de proches aidants le vivent, de ne pas en faire assez, de ne pas pouvoir l'aider plus. Et à travers toutes ces émotions-là et tous ces changements auxquels il faut s'adapter encore et encore, souvent on vit du stress. L'incertitude est un grand défi pour les proches aidants. Les symptômes liés à la démence, surtout les troubles du comportement, changent au fil du temps. Ils peuvent parfois être plus forts, moins forts, apparaître, disparaître. Et en fait, 2 personnes avec le même diagnostic peuvent avoir des évolutions au cours des années très différentes. Du coup, la norme est assez floue. C'est difficile de savoir à quoi s'attendre. Et ce qui est particulier, c'est que dans pas mal de démences, les troubles peuvent changer de jour en jour. Certains jours, la personne est bien, d'autres jours, beaucoup moins. Et ça va être plus difficile comme proche, bien sûr. Il fallait digérer et s'adapter chaque mois, chaque 2e mois, à un nouveau palier de dégradation des capacités de ma femme. Et ça, c'était pratiquement, il fallait trouver des solutions. Mais aussi émotionnellement, c'est lourd. Il prenait son vélo, il partait. On avait quand même une identité sur lui. Et puis j'arrivais pas à le retrouver. Au début, ça me faisait beaucoup de soucis. Mais avec le temps, on s'habitue, qu'ils ont un réflexe quand même de chercher de l'aide au moment où ils ont perdu. Et puis il y a beaucoup de gens autour qu'on ne soupçonne pas qui me téléphonaient, qu'ils ont trouvé un monsieur tel et tel. J'ai dit, ah oui, alors je suis contente, c'est mon mari. Il est où? Je viens le chercher. J'ai pris la voiture. Des fois, c'est la police qui me l'a ramené. Devoir gérer la dépendance inhérente à la maladie est aussi un élément de stress, parce que petit à petit, vous devez gérer de plus en plus d'activités avec lui, le guider, mais aussi l'aider. Vous êtes aussi son repère pour les relations extérieures, pour l'entourage. Vous devenez son bâton d'aveugle, son unique repère. Après, moi, ça allait très loin dans les aides à manger, aussi aide aux soins de base, où j'avais de relève de centre médical-social. J'ai dû être présent presque tout le temps. Je ne pouvais plus laisser ma femme seule pendant plus que quelques minutes. Et si j'avais autre chose à faire, ou il fallait faire quelque chose, il fallait organiser de la relève. Et ça m'a très vite fait réaliser que je dois arrêter mon activité professionnelle. Que, heureusement, ma situation financière m'a permis ça. Je n'ai jamais très bien compris ce qui se passe dans la personne malade. J'aurais donné tout pour qu'on me dise, voilà, il entend ça, il comprend ça, mais nous, on n'a pas été formés pour ça.
On essayait de faire le mieux possible pour essayer d'accueillir cette communication qui faisait défaut, qui était défaillante. Vous êtes nombreux à vivre ces tensions dues à la communication. Se sentir démuni et à bout de patience est tout à fait normal. Mon frère est pris dans son monde, dans ce que lui vit, enfin pense, et il n'entre plus dans ce que les autres pensent ou dans d'autres sujets que ceux qui l'intéressent ou ceux qui le prend sur le moment même. Par contre, si on reçoit des invitations, avant, alors là aussi, il les classait et puis il me disait, là, tu pourrais m'amener, etc. Maintenant, il ne tient plus compte, donc je ne sais pas s'il les lit, mais quand moi je les lui montre, il me dit, ah non, je ne pense pas. Et puis, il faut là laisser le temps agir en lui écrivant d'une manière très simple ce dont il s'agit. Et au bout d'un certain temps, il a repensé et très souvent, il me dit « Ah ben oui, on pourrait y aller ». Le rôle aussi qu'il prenait dans votre vie va changer. Ce n'est peut-être plus le patriarche qui va prendre les décisions, mais son épouse ou sa fille. Ce n'est plus l'épouse qui va cuisiner, c'est le mari qui va devoir s'y mettre alors qu'il n'a jamais mis un pied dans la cuisine. Les activités sont aussi à réinventer parce qu'elles ne correspondent plus parfois aux capacités de la personne. On avait quelques habitudes, ma femme et moi. On regardait par exemple le journal 19h30 le soir. Et relativement vite, je me suis rendu compte, aussi en réfléchissant là-dessus, que ma femme était irritée par tout ça. Parce que ma femme, elle ne pouvait plus différencier entre une source, la télé, qui produisait du son de parler, et moi qui parlais, et peut-être quelqu'un d'autre qui parlait. Les proches aidants se sentent souvent seuls face à ce qu'ils vivent. L'entourage voit votre proche malade qu'occasionnellement ou sous ses meilleurs jours. Il ne se rend pas compte de toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, ni tout ce que vous devez faire pour pallier les difficultés de votre proche dues à sa maladie. La solitude, d'abord, c'était de l'incompréhension de la famille, du voisinage, parce que on ne le voyait pas marqué sur son front. Ils ne comprennent pas. Et puis peut-être le moment où on a une rencontre de famille, et le comportement est très calme, très correct, alors ce n'est pas si grave. Alors ça vous amène dans une solitude énorme. Vous êtes nombreux, vous les proches aidants, à vous approcher d'un état d'épuisement à un moment ou l'autre de votre accompagnement. D'ailleurs, les personnes qui s'occupent d'une personne atteinte de démence sont souvent plus à risque que les autres. Alors, à quels signaux vous devez être attentif ? Si je commence à trouver que mon fardeau me pèse lourd sur les épaules, que je m'isole socialement, que je ne vois plus personne, que je me sens captif dans ce rôle, que j'ai des problèmes de santé physique, par exemple de la peine à dormir, des douleurs chroniques, une fatigue qui ne s'en va plus, ou des problèmes plutôt côté psychique, un état dépressif ou une irritabilité qui revient de façon récurrente, à ce moment-là, il est important de prendre soin de vous. Et vous, en tant que proche aidant, vous avez aussi des besoins. Le besoin de vous reposer, le besoin de partager ce que vous vivez, le besoin de se faire relayer pour des aides, pour le ménage. Vous ne devez pas oublier vos propres besoins. Car la meilleure façon de prendre soin de l'autre le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions, c'est de prendre soin de vous. Ouais, c'est permanent, il y a une tension. Et ouais, il n'y a pas assez de repos. Et pour chaque quelques heures de repos, il fallait se battre même. Le stress avec ma liberté personnelle qui était de plus en plus restreinte. Et puis, pour ne pas perdre le contact de mon réseau social. Je pense que moi aussi, j'ai somatisé, en fait. C'était, oui, au début. Et donc, tout de suite, alors qu'avant, il était très diplomate, il escaladait les tours. Et
Et je pense que c'est là qu'a commencé un hémispasme facial que j'ai eu et qui m'a beaucoup gênée. Donc c'est une sorte de, comment est-ce que je pourrais dire ça, des mouvements incontrôlés de l'œil, des paupières et même de la joue. Le programme Apprendre à être mieux pour mieux aider a pour but de permettre à des proches aidants, des proches aidantes, de travailler sur leur propre situation quotidienne, difficile, pour trouver des outils. Dans ce sens, il est complémentaire à d'autres offres, comme les foyers de jour, les soins à domicile, les groupes d'entraide. Le but de ce programme est que chaque personne puisse construire sa boîte à outils. Un premier aspect important est de clarifier qu'est-ce qui me stresse exactement dans la situation et de voir parmi les différentes choses qui me stressent, qu'est-ce qui peut être modifié, changé et qu'est-ce qui ne peut pas l'être. Par exemple, une douche qui ne convient pas le matin, on peut très bien essayer de la donner le soir. Puis il y a des autres choses qu'on ne peut pas changer, comme les troubles de la mémoire à court terme. Mais par contre, on peut changer les réactions que vous avez face à ce problème-là. Et ça, c'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup de situations qu'on ne peut pas changer. Alors, c'est comme ça, malheureusement. Mais c'est ce qu'on peut beaucoup travailler dessus, c'est comment on regarde, ou comment on se sent. Et ça m'a beaucoup aidé de prendre un peu de recul. Et avant, je me suis fâché tout le temps. Ouais. J'ai quand même encore pu calibrer un peu mon propre comportement dans ce sens-là. Ouais. La première, c'est la résolution de problèmes qui nous permet de changer les choses qui peuvent être changées. Par exemple, un facteur de stress important sont les comportements difficiles de la personne avec une démence, comme l'agitation en fin de journée. Et on peut assez bien agir dessus si on arrive à comprendre qu'est-ce qui génère cette agitation, à quel moment la personne la manifeste, qu'est-ce qu'elle exprime, qu'est-ce qui se passe pour elle avec ça. Et en changeant l'environnement, on peut réduire cette agitation, ce qui permet de diminuer le stress. Quand on regardait le téléjournal ou bien aussi autre chose, il montre beaucoup d'images dures, négatives sur la vie. Alors, mon mari, lui, il prenait cette information pour la réalité, ce qui se passe dans son foyer. Alors là, il était souvent dans tous ces états. Il dit, alors non, comme ça, je ne veux pas continuer de vivre. Je ne veux plus vivre comme ça. Mais là, il me fallait trouver pour quelle était la raison, si c'était sa famille qui ne l'a pas bien soigné, ou bien d'où venait cette angoisse de ne plus vouloir vivre ici. Jusqu'on a vu que c'était l'influence de la télé. La modification des pensées permet de regarder sous un autre angle la situation que vous vivez pour les choses qui ne peuvent pas être changées. C'est le cas des troubles de la mémoire à court terme, ou le fait que votre proche répète sans cesse la même chose. Cela crée chez vous des émotions pénibles qui sont difficiles à gérer. Si on interprète effectivement ces actions comme « il le fait exprès »,« elle fait pas d'effort »,« elle m'embête », ces émotions risquent d'augmenter. Par contre, si je me dis « c'est sa maladie, la personne n'y peut rien », peut-être que ces émotions vont diminuer un peu. C'est autant de gagner pour mon bien-être. Le fait de toujours penser, se dire face à la personne, face à mon frère en l'occurrence, il ne peut pas faire autrement. Quand il réagit d'une manière inadaptée, enfin, et problématique, de penser ça, il ne peut pas faire autrement. C'est une grande, grande aide, et c'est encore une grande aide. La recherche de soutien consiste à apprendre à demander de l'aide à la bonne personne et de la bonne façon. On peut avoir besoin de différents types de soutien, d'écoute,
de quelqu'un qui nous accompagne pour se changer les idées ou de quelque chose de très pratique. Et c'est pas toujours la même personne, professionnelle ou de notre réseau personnel, qui peut nous apporter ça. Donc, on a besoin de trouver la bonne correspondance. Par rapport à la voiture de mon frère, à un moment donné, j'avais l'impression de ne plus pouvoir trouver de solution, d'être vraiment dans une impasse. Comment l'aider à accepter l'inéluctable. Et grâce à la formation, enfin grâce aux personnes qui nous donnaient cette formation, j'ai pu demander de l'aide à des amis qui ont parlé à mon frère. Je leur ai dit dans quel sens, bien sûr, et ça s'est passé d'une façon vraiment positive, et pour lui et pour moi, quoi. Nous avons tous des réticences à demander du soutien. La première étape de cette stratégie sera donc d'identifier nos propres réticences et de voir si on peut un peu les assouplir ou si elles sont vraiment justifiées. Et puis, j'aurais besoin de trouver comment le dire. Comment, moi, le formuler pour que ce soit clair et comment faire pour que l'autre personne se sente à l'aise d'accepter ce qui est juste pour elle. On va exercer tout ça. Il faut demander l'aide, c'est autrement cool. Et j'ai quand même fait un inventaire des gens à qui je pouvais demander. Et ce qui est aussi utile, je trouve, c'est de réfléchir comment on demande, à qui on demande quoi, et aussi comment on demande ça. Chez moi, je crois aussi que c'est la difficulté de mon frère à accepter une aide extérieure à mon aide, en fait. Je crois que c'était ça surtout. Puis peut-être, je n'avais pas réalisé qu'une bénévole d'Alzheimer pourrait, ça c'est grâce à vous, que c'est vous qui avez d'ailleurs fait la démarche auprès d'Alzheimer pour qu'une bénévole puisse venir. Nous allons également aborder les manières d'approcher et de communiquer avec votre proche. C'est pas si facile de trouver une bonne manière de communiquer avec une personne qui a des troubles importants de la mémoire. Et là, il s'agit de repérer dans mes attitudes, dans mes manières de m'exprimer, qu'est-ce qui facilite sa collaboration, son ouverture, qu'est-ce qui la met à l'aise, ou qu'est-ce qui, au contraire, favorise plus le refus, la fermeture, voire son agressivité. À un certain moment, on en venait aux mains. On n'a jamais été plus loin que les mains, mais une fois, il me tenait les mains et là, c'était assez dur. Mais actuellement, quand il a cette voix un peu forte et colérique, je remarque qu'il y a toujours eu quelque chose qui l'a contrarié. Oui, donc, et de lui répondre très calmement, ça fait tout de suite baisser la tension. Il n'en parle plus après. Concrètement, ce programme se déroule sur 7 séances de 3 heures chacune. Il se passe en petits groupes, environ 7 personnes, pour qu'on ait justement une certaine intimité et qu'on puisse partager. Je peux causer en liberté avec des gens qui comprennent la situation, sans qu'on doit penser, ils ne sont pas intéressés à mon histoire. Ce qu'ont relevé beaucoup de participants également, c'est le fait d'apprendre des outils qui sont utiles pour trouver des solutions inédites alors qu'on est dans l'impasse et qui permettent aussi de s'en sortir avec des tas de situations de stress, même après la fin du programme. Quand quelque chose était un sens unique, de trouver des idées de solutions par votre expérience, par les choses qu'ont vécues les autres membres du groupe. Et puis surtout un soutien moral. J'aurais fait n'importe quoi pour trouver la liberté de venir à mon cours le jour voulu, le temps voulu.